président de la CENI, monsieur l'ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie, le chef de la future mission d'information et de contact au Togo, monsieur les commissaires de la CENI, monsieur les membres du comité de consolidation et de validation du fichier électoral 2015 du Togo, mesdames, messieurs les journalistes, chers amis, je voudrais joindre mon modeste voix à celle de monsieur le président de la CENI, vous remercier très sincèrement et du fond de mon cœur d'avoir accepté de faire le déplacement massivement pour venir nous écouter. Comme il a si bien dit, nous avons estimé qu'il était important, après un travail aussi sensible, aussi important, dont les résultats étaient, sinon sont attendus par tout le monde, qu'il était souhaitable de rencontrer la presse et de partager le contenu et permettre à la presse d'être au même niveau d'information. En matière électorale, le rôle de la presse, ça je ne vous l'apprends pas du tout, est extrêmement fondamental. Sinon, aujourd'hui, je devrais faire une communication à l'Assemblée nationale de France lors d'un colloque sur les enfants fantômes. J'ai estimé que la rencontre avec la presse était plus importante que les 10 minutes qu'on allait m'accorder pour faire cette communication. Et c'est pour cela que nous sommes là. Permettez-moi juste de planter le décor en faisant un bref rappel du contexte dans lequel s'est tenue cette émission. En effet, par une correspondance en date du 5 mars 2013, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a demandé à l'OIF une expertise dans le domaine de l'élaboration du fichier électoral pour assister la CENI dans la phase de consolidation du fichier électoral suite à la révision de 2015, la révision des listes électorales de 2015. Et dans cette lettre, le ministre a précisé que le travail des experts consistera évidemment à assister la CENI dans le travail d'identification d'éventuelles anomalies et à aider la recherche des solutions appropriées pour y remédier. Dans les jours qui ont suivi, il y a la plateforme CAF 2015 aussi, qui a saisi l'OIF à l'effet d'obtenir un audit du fichier électoral. L'administrateur, qui est la deuxième personnalité de l'IF, a répondu en donnant son accord au mandat qui a été proposé par la correspondance, en tout cas par une correspondance qui date évidemment du 6 mars. Et dans cette correspondance, il annonçait l'arrivée dans les prochains jours, dans les jours qui suivaient, une mission d'experts composée de Mme Mangira Karine Saheli, experte en démographie, mais spécialisée dans l'élaboration et dans l'audit du fichier électoral. Celle-là, nous avons ensemble effectué l'audit du fichier électoral du Bénin en 2011, l'audit du fichier électoral du Burkina Faso
en 2012 l'audit du fichier électoral de Madagascar et elle-même, elle a fait partie de l'équipe de l'audit du fichier électoral du Sénégal en 2010 et elle a conduit une équipe d'audit à Bamako en 2012 pour évidemment l'évaluation du fichier électoral du Mali. Donc elle a accepté à ma demande de faire partie de cette mission. Et ensuite, à celle-là s'ajoute M. Dambélé Honoré, qui est ivoiro-malien, un ingénieur informaticien, mais surtout spécialisé dans la biométrie. Donc, qui, depuis 2005, élabore, ou sinon a élaboré les différents logiciels de gestion du fichier électoral du Mali, qui a participé à la campagne de Madagascar et qui vient de procéder à la correction du fichier biométrique de la Guinée. Et ensuite, moi-même, votre humble serviteur, général Siaka Sangaré, délégué général aux élections du Mali, président du réseau des compétences électorales francophones. Donc, nous sommes arrivés, mais dans la lettre de l'administrateur, et j'insiste beaucoup là-dessus, il a été marqué, il a été dit, sinon c'est une lettre qui a beaucoup insisté sur la démarche inclusive dans laquelle s'inscrit cette mission. Inclusive, j'allais même dire participative. Il s'agit pour nous d'associer toutes les parties prenantes et essentiellement, sinon particulièrement, les représentants de l'opposition, les représentants de la majorité et également, bien sûr, sous la présidence, sinon la responsabilité de la CENI. Et cette lettre précise que le succès de la mission dépend de ce caractère inclusif. Donc à l'arrivée, nous avons, avec le président de la CENI, imaginé un dispositif. Nous avons proposé qu'il serait souhaitable de créer une structure, même si c'est ad hoc, mais qui comprendra effectivement au moins un ingénieur désigné par l'opposition, un ingénieur proposé désigné, disons, par la majorité, un ingénieur de l'opérateur technique et ensuite des représentants de la CENI plus les experts de l'OIF. Sans problème, le président de la CENI a accédé à cette proposition et a créé ce que nous avons appelé le comité de consolidation et de vérification du fichier électoral. Donc, le mandat de ce comité consistait à faire l'état des lieux du fichier électoral, à consolider, c'est-à-dire à intégrer les données issues de la révision de 2015, ensuite à procéder à la recherche des anomalies et à proposer des solutions de correction de ces anomalies. Et c'est là, dans un temps qui tient compte du calendrier électoral. Effectivement, ce comité a été mis en place et qui comprenait, sinon qui comprend, parce que le comité n'est pas issu à ce que je sache. La preuve, les membres sont là. Il y a un qui est empêché, qui est en train de
faire quelques soins. Moi-même, ce matin, j'en avais besoin. C'est pour cela d'ailleurs que je suis venu un peu en retard. Donc, ce comité comprend effectivement le représentant des autres. Au lieu que ce soit des représentants, l'éventail a été élargi aux représentants de tous les candidats. Donc, les 5 candidats ont adhéré à la démarche et ont désigné chacun un ingénieur pour faire partie de ce comité. Avant d'aller loin, je voudrais ici remercier du fond de mon cœur les représentants de la classe politique, tous tendances confondues, qui m'ont agréablement surpris par leur sens élevé de responsabilité et leur esprit patriotique, puisqu'ils se sont tous mis à la tâche, sans désemparer. Le lundi, jour de fête, nous avons travaillé de 14h jusqu'à 6h mardi matin. Et c'est pour cela qu'ici, je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment les féliciter et les remercier de ce comportement. C'est vrai, c'est un devoir national, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer ce genre de devoir. Donc, nous nous sommes mis au travail, nous avons adopté une méthodologie qui est en fait la suivante, qui devrait s'appuyer, évidemment, conformément au mandat, à l'analyse non seulement de la base des données de 2013, mais également à celle de 2015. D'abord de façon séparée, mais ensuite de façon globale, intégrée. Et ensuite à l'analyse des résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat, pour voir si effectivement il y a une concordance, une certaine cohésion entre la structure électorale et la structure de la population. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une démographe qui est experte en la matière. Donc, malgré le temps limité, elle s'est livrée à l'analyse de la population issue du recensement général de 2010. Et ensuite, nous avons procédé à la revue de la chaîne de révision des listes électorales, mais uniquement par les procédures techniques mises en vigueur pour l'opération, et non la qualité de son déploiement sur le terrain ou la qualité de la sensibilisation de la population, ni par l'encadrement légal. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, c'est une mission, il faut le préciser avec vous, chers journalistes, qui avait des limites dans le temps, mais aussi dans l'espace technique. Et au titre des limites, je dirais qu'aucune analyse du code électoral n'a été menée, ni les incidences du code sur le processus de gestion des listes électorales. C'est une vérification, une évaluation, et c'est là que j'ai fait la différence avec l'audit. L'audit est une analyse très poussée, très pointillée de l'ensemble du système, le cadre juridique, le cadre institutionnel, et ensuite tout le dispositif administratif, politique et technique surtout, et ensuite l'analyse des résultats. Mais ici, c'est une vérification, j'allais dire, nous avons même hésité entre vérification et évaluation. Si, évidemment, je devrais faire un choix, j'allais prendre l'évaluation. Mais pour la meilleure compréhension de tout le monde, on a mis vérification.
Donc l'évaluation porte sur l'analyse de la qualité et de la quantité des résultats et par rapport aux normes internationales. Ensuite, il n'y a pas eu de contrôle des procédures d'autorisation d'utilisation des kits sur le terrain, notamment de la chaîne de configuration. Ensuite, le temps n'a pas permis de faire le contrôle de la qualité de la saisie par rapport au formulaire d'inscription individuelle. Chaque enregistrement fait l'objet d'un formulaire et si on devrait aller beaucoup plus en profondeur, il fallait analyser le résultat de la saisie de ces formulaires et le contenu sur les formulaires, peut-être même par l'échantillonnage. Mais comme vous voyez, tout cela est extrêmement compliqué, mais ne gêne pas les opérations d'analyse, les opérations d'évaluation. Ensuite, nous n'avons pas porté une attention particulière à la chaîne de validation d'une inscription, et notamment quand un autre droit que l'index est présenté ou qu'aucune empreinte n'est de qualité suffisante. Dans le mode opératoire, ce sont les deux index, mais il peut arriver que par maladie, même sinon que la nature trouve certains de leurs index. Donc, le mode opératoire prévoit l'utilisation d'autres droits. Mais il fallait procéder si c'était inaudible. Mais là, c'était difficile d'aller à ce niveau de détail. Bon, juste là, c'est vraiment quelques aspects techniques qu'il était difficile de prendre en compte à ce niveau-là. Mais il y avait aussi une limite, j'ai dit, il y a des limites dans le temps et dans l'espace technique. Dans le temps aussi, il y a le calendrier électoral qui est là. Donc, je peux dire que c'est vrai, ces limites existent, mais elles ne nous ont pas empêchés par rapport au mandat de mettre en œuvre le mandat dont j'ai parlé tantôt. Donc, les membres du comité de consultation et de vérification ont pu mener leurs travaux en toute indépendance et en toute liberté. Nous n'avons reçu d'injonction de qui que ce soit. Nous n'avons été empêchés par qui que ce soit et nous avons eu accès à tout ce dont on avait besoin et devant tout le monde. Et l'ensemble des interrogations portées à l'attention du comité ont été traitées. C'était ça l'avantage de cet exercice. Il y avait toutes les tendances confondues. Donc, tous les questionnements et tous les doutes et toutes les appréhensions devraient être portés à la connaissance du comité et de façon publique et discuter sérieusement et analyser pour que les uns et les autres puissent comprendre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'essentiel des travaux de la mission a été consacré évidemment à l'analyse du fichier électoral, j'allais dire des fichiers électoraux, qui comprend les fichiers qui comprennent évidemment les empreintes digitales. On a dit les deux index sinon 2.3, la photographie faciale, les données alphanumériques portées sur l'état civil, l'adresse, le nom, le prénom, évidemment l'affiliation, et même le numéro de téléphone et le type de justificatif présenté pour l'enregistrement, la nature de l'inscription. S'il s'agit d'une nouvelle inscription ou bien s'il s'agit tout simplement d'un transfert ou bien d'une modification des données, parce que certains ont constaté que sur leur ancienne carte d'électeur, il y avait des erreurs d'orthographe. Donc, après avoir listé les anomalies possibles que l'on peut rencontrer dans le fichier électoral, des investigations ont été menées et des constats évidemment établis. Les anomalies sur les numéros de cartes
les inscriptions multiples, les erreurs d'orthographe des noms, prénoms, professions ou encore sur les champs non collés, la complétude des enregistrements pour les inscrits, et des indications ont été également menées dans le domaine de la formulation et de l'exécution des requêtes pour faire ressortir toutes les anomalies du fichier électoral et établir des statistiques. Il y a une attention particulière qui a été portée évidemment sur les électeurs sans empreinte ou avec empreinte non exploitable, les électeurs sans photographie ou avec photographie non exploitable, et également la détection des mineurs ou d'étrangers sur le fichier. Donc vous comprendrez qu'il y a certaines questions qui relèvent des préoccupations d'autres sensibilités politiques qui ont été prises en compte parce que tout le monde était là. D'autre part, la création des centres de recensement des votes et de recensement des votes pendant la période de révision a conduit à s'interroger sur l'emplacement des électeurs à l'RCR et à l'RCRV et à vérifier les erreurs sur les noms. C'est vrai. Et là, nous avons, à ce niveau, passé au peigne fin cet aspect, parce qu'un électeur, il est enregistré, il doit appartenir au moins de l'enregistrement, de l'enrôlement, à un centre de vote. Le centre de vote est rattaché à un canton ou à une commune. Le canton ou la commune se trouve rattaché à une préfecture, ainsi de suite, jusqu'à la région. Donc, il était important d'établir cette chaîne parce que s'il y a des électeurs qui ne sont pas rattachés à des centres ou bien qui sont rattachés à des centres flottants, on se poserait beaucoup de questions. Les statistiques relatives à la structure par sexe et âge de la population ont été comparées aux données issues du carton électif. On a fait la pyramide des âges dans le fichier électoral et dans les résultats de la population, du recensement général de la population de l'habitat de 2010. Je le dis tout de suite parce qu'il y aura beaucoup de questions. La concordance, à certains petits niveaux, on a eu quelques petites distorsions. Je veux dire, donc, un débordement. Il faut une analyse très poussée pour pouvoir donner toutes les explications nécessaires. Parce que nous partons sur la base des données qu'il faut d'abord vérifier les résultats du recensement général. Et ensuite, est-ce que tous les paramètres ont été effectivement pris en compte? À part ça, il y a concordance à tous les niveaux. Mais nous l'avons fait ressortir. On n'a occulté aucune question, aucun doute. Lorsque des inscriptions multiples se sont avérées confirmées, il a été demandé à l'opérateur technique que l'inscription la plus récente soit conservée et de supprimer l'inscription la plus ancienne. Donc ça c'est la loi qui le dit, c'est les dispositions de la loi. La recherche d'inscriptions multiples sur le fichier électoral de 2013 a porté sur les champs disponibles, tous les champs. Et là, nous avons identifié, sinon j'allais dire découvert, 4316 enregistrements. Donc, malgré les opérations de dédouanage effectuées par l'opérateur technique, nous avons poussé les recherches de façon par d'autres techniques aussi, et nous avons pu établir l'existence de 4316 doublons sur le fichier de 2013 et immédiatement, comme je l'ai dit tantôt, ça a été corrigé. Donc, nous avons fait un constat, c'est que le nombre de personnes inscrites
par témoignage dans le fichier est très élevé. 2 643 397, soit 75% de l'électorat. Et comme vous le savez, il s'agit de faire confiance à la bonne foi et à la connaissance du terrain, de l'histoire, de la géographie, et à travers une personne. C'est vrai, ce système n'est pas seulement propre. Au Togo, chez moi, il y a le témoignage. Il y a l'identification par témoignage. Mais honnêtement, la fiabilité des informations recueillies n'est pas suffisamment garantie. Quelqu'un m'a dit, c'est des notables. Ils ne mentent pas, et puis c'est vrai. En Afrique, les notables ne mentent pas, mais ils se trompent. Donc, ça, nous l'avons considéré comme une insuffisance, une faiblesse de tout le système d'élaboration du fichier électoral. Et je ne vais pas vous encombrer de chiffres, mais sinon, il n'y a que 22% qui ont pu présenter des cartes d'identité. Mais peut-être que je peux aller un peu en profondeur à ce niveau pour dire que cette situation, le fait que l'identification par témoignage soit utilisée, est la conséquence des défaillances du système d'état civil. On le trouve dans tous les pays francophones, surtout d'Afrique. L'état civil est resté embryonnaire après l'indépendance. Dans tous les pays, incapable d'enregistrer les faits d'état civil à temps. L'état civil n'est pas capable de délivrer les pièces d'identité aux citoyens. C'est pour cela qu'on utilise le système de témoignage. Mais il y a certains pays qui ont voulu peut-être réduire les risques en envoyant des magistrats sur le terrain, organiser des audiences foraines pour établir des jugements supplétifs et ensuite, sur la base de ces jugements supplétifs, élaborer des pièces d'identité qui deviennent l'élément en droit la pièce d'inscription sur les listes électorales. Mais la procédure est très longue et coûteuse. Tant qu'on n'aura pas régulé le problème d'état civil, ça va être toujours comme ça. Et c'est d'ailleurs ce témoignage que j'allais faire aujourd'hui l'Assemblée nationale française. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème d'état civil, ce n'est pas la biométrie qui va régler ces problèmes, ce n'est pas la biométrie qui va radier d'elle-même un électeur sur les listes électorales si le décès n'est pas déclaré. Ce n'est pas la biométrie qui va dire telle personne est une mineure ou bien une mineure. Ce n'est pas la biométrie, ça. Non. Mais dans mon propre pays, dans les zones rurales, les décès ne sont plus déclarés. Je disais hier, la semaine dernière, nous étions à un séminaire à Bruxelles. Mon ami du Sénégal, M. Top, directeur général des élections, m'a dit, mais mon général, comment vous faites? Parce que moi, j'ai des difficultés pour enlever les décès de mon fichier électoral. Je dis, ah bon? Il dit, ouais. Il dit, mais en 10 ans, j'ai juste peut-être 50 000. Moi, je ne sais pas. Il dit, ah, toi au moins. Je dis, non, mais chez moi, les gens ne meurent plus. Hein. Donc, effectivement, on a tous rigolé. Il dit, mais parce que dans le temps, il y avait l'impôt per capita, l'impôt par tête. Quand quelqu'un décède, automatiquement, on va à l'administration pour ne pas payer l'impôt de quelqu'un qui est décédé.
Mais maintenant qu'on a supprimé cet impôt d'enseignement privé, les gens ne voient pas l'utilité d'aller déclarer les décès. Donc, les fichiers traînent. On traîne dans les fichiers des décès. Je l'ai dit, mon cher, il n'y a pas de solution. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il dit, mais des fois, quand on dit aux gens de venir chercher eux-mêmes les cartes, mais ils ne viennent pas et on ne sait pas qui est mort, qui n'est pas mort. Donc, il y a des cartes restantes. Un nombre important de cartes restantes dans les rangs. Il dit, oui, mais tu sais, mon cher ami, tu n'es pas seul. Moi, j'ai vu ça dans beaucoup de pays. Je suis même allé jusqu'à dire que si on ne fait pas attention, les morts vont élire les vivants. Oui, mais si on utilise la carte de ceux qui sont décédés, c'est sûr, c'est tant qu'ils vont élire les vivants. Alors qu'ils sont morts de leur belle mort, ils sont dans la tombe, ils n'ont plus rien à voir pour ce qui se passe sur la terre. Bon, bref. Donc, le problème fondamental relève de la fiabilité de l'état civil. Et j'ai dit, la modernisation et la consultation de l'état civil doivent s'inscrire dans les préoccupations des gouvernances. Donc, là, honnêtement, nous avons cette insuffisance du système. Et ensuite, nous avons relevé une autre insuffisance de taille, parce que je vais aller rapidement, c'est que le système est conçu de telle manière que quand vous venez pour changer ou chercher un duplicata de carte parce que vous avez perdu l'ancienne carte, quand vous venez pour apporter des modifications, quand vous venez pour changer de localité, et il y a la génération de nouvelles cartes. Dans certains cas, au lieu de la carte, on utilise le simple papier parce que le système veut que, quand tout simplement le numéro de la carte est indexé sur le numéro du centre de vote. Donc c'est un peu ça. Et ça aussi, ça fait partie des faiblesses, mais qui sont quand même faciles à corriger. Donc je disais que l'absence de l'attachement des CRV à des régions, préfectures et les erreurs sur les codes d'identification ont été corrigées. Donc ces corrections ont permis évidemment d'affecter chaque électeur à un seul centre de vote, puis à un seul bureau de vote. L'analyse des cartes de numéros des cartes d'électeurs dupliquées. C'est vrai, nous avons poussé les investigations, nous avons constaté, d'ailleurs comme d'autres avant nous, qu'il y a des cartes d'électeurs qui portent le même numéro. Nous avons dénombré 24 503. On a poussé l'analyse à ce niveau. Est-ce que parmi ces cartes des numéros dupliqués, il y a deux cartes qui appartiennent à la même personne? Non, le résultat était négatif. Donc, c'est vrai qu'il y a des numéros dupliqués, mais ces cartes appartiennent à des personnes différentes. Ça veut dire que ça n'affecte pas, ça ne peut pas être source de fraude. Nous avons effectivement dénombré aussi 291 907 cartes dont les numéros de cartes d'électeurs diffèrent des numéros de CRV auxquels les électeurs sont affectés. Là, ça découle un peu de la faiblesse dont je parlais tantôt, qui consiste à faire des nouvelles cartes pour les changements mineurs. Puisque si on ne vous donne pas de nouvelles cartes, vous venez, mais néanmoins on change de numéro parce que, comme je l'ai dit, le numéro est indexé sur le centre de vote. Vous étiez à Sokodé, vous êtes maintenant vous voulez voter à Palémé. Ben, si on est obligé normalement d'éditer
une nouvelle carte pour vous permettre d'aller voter à Palimé. Mais si on ne vous donne pas de carte, si vous devez voter avec l'ancienne carte, le numéro de l'ancienne carte ne va pas correspondre au numéro qui est sur la liste. Mais ça, c'est des faiblesses mineures qu'on peut corriger facilement. Même si on ne corrige pas, ça ne gêne pas en fait le vote. Mais le plus important, faudrait-il que l'intéressé sache qu'il va voter dans tel centre de vote à Palimé. Donc, nous avons fait des recommandations dans ce sens-là. Et après avoir procédé à toutes les corrections, à toutes les anomalies, à la correction de toutes les anomalies identifiées, nous avons arrêté le fichier à 3 509 258 électeurs. 3 509 258 électeurs. Répartis entre 4112 centres de vote et 8944 bureaux de vote. Et nous avons fait la répartition par région, la répartition par préfecture. Et je vous demande de regarder cette carte. Ici, ça c'est la carte électorale. Vous avez à l'intérieur de chaque préfecture le nombre d'électeurs éclaté en nombre de femmes et hommes, le nombre de cantons ou de communes, le nombre de centres de vote, le nombre de bureaux de vote. Et l'état récapitulatif est à côté à gauche, dans un tableau aussi. Et là, j'ai dit, je profiterai de cette occasion pour remettre une copie de cette carte à chacun des 5 candidats. Donc, c'est une cartographie électorale que nous faisons depuis un certain temps et qui est très appréciée du système des Nations Unies. Et le plus souvent, quand on encadre bien, on met ça au niveau du QG, en droit du candidat. Donc, ceux qui veulent pourraient jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a même d'autres documents beaucoup plus détaillés. Donc, voilà, en fait, de façon globalement et militairement ramassée, la synthèse de nos travaux, mais je serai incomplet si je ne parle pas des recommandations. Nous avons identifié des faiblesses, des insuffisances. Il y en a qui ont été corrigées immédiatement. Il y a d'autres qui ont besoin de solutions à moyen terme et certainement à long terme. C'est pour cela que nous avons fait une série de recommandations, au nombre desquelles je citerai, pour ce qui concerne les personnes ayant obtenu une nouvelle carte en 2015, il est nécessaire que le numéro de leur carte 2013 soit invalidé. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, ils avaient une carte en 2015, en 2013, ils sont venus changer ou bien ils sont venus apporter des modifications en obtenant une nouvelle carte, il faut invalider l'ancienne carte. Et là, nous avons demandé que la liste de ces cartes, comme ce sont des cartes qui sont établies par le centre de vote, soit affichée dans chaque centre de vote, avec la mention que ces cartes d'électeurs ne peuvent pas être utilisées. Nous avons trouvé que la CENI avait déjà pris une disposition, en fait, qui renforce un peu ce que nous avons proposé. Et cette disposition, je crois qu'il y a encore des discussions là-dessus, mais je crois savoir que c'était une décision qui a été arrêtée au niveau de la CENI, c'est d'interdire le vote des omis. Donc, si cela était, cette pratique devrait être effectivement mise en application en 2015, moi,
j'ai voté en 2013, j'étais à Dapang, donc j'ai eu ma carte là-bas. En 2015, je suis venu à Lomé, j'ai eu ma carte. Donc, il n'est pas exclu, c'est vrai, la distance est très grande. J'ai été à Dapang en 2003, ça fait 600 km. Mais si je peux dire, bon, je suis sur cette liste, j'ai voté. Mais l'autre là, je ne suis pas sur la liste. Je suis un nommé. Donc, on va m'autoriser à voter. Et je vais voter. C'est vrai, on parle de langue indélébile, mais chaque fois qu'on a un dispositif pour lutter contre des pratiques malveillantes, on contourne. Parce qu'il paraît qu'il y a des choses aujourd'hui, je n'en parlerai pas pour ne pas amplifier la chose. Il suffit de mettre ça sur le doigt, aller voter, après on enlève l'encre. Non, bref. Donc, si la CENI a pris cette disposition, nous avons dit que c'est une disposition qui vient renforcer ce que nous avons. Avec ça, il n'y a pas de problème. Et concernant le cas de transfert, devant chaque nom, évidemment, il est écrit T, grand T. Donc on sait que c'est un transfert. Nous avons recommandé que la CENI puisse disposer évidemment d'une copie intégrale du fichier et une copie non cryptée. C'est vrai, mais je pense, nous estimons que la CENI, le président de la CENI et ses collègues sont suffisamment responsables pour assurer la protection de ces données. Mais nous avons compris que la base de données est entièrement gérée par une société. Et cela a souvent des conséquences. J'en ai connu en Guinée en 2010, où pour changer seulement ou créer un seul bureau de vote, il fallait faire venir l'opérateur technique. Il dit en 2010, mais ça a changé. Et c'était la suite de mes recommandations aussi quand j'ai quitté ce pays. Et ensuite, on a insisté sur le fait que les filiations soient inscrites sur la carte d'électeur et non limitées au nom des pères et mères. Le plus souvent, quand vous voulez dédoublonner, on a des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'homonymes à ce niveau. C'est vrai, il y a la biométrie, mais avant d'arriver à la biométrie, il vaut mieux le faire d'abord sur la base des données alphanumériques. Ça facilite le travail de la biométrie. Et pour préserver évidemment l'actualité des données du fichier électoral, l'actualité est une norme internationale. Ça veut dire que les données qui sont utilisées doivent être des données réelles et actuelles. Et il est nécessaire, évidemment, par la radiation des décédés, j'en ai parlé tout de suite, qu'il y ait des liens de collaboration entre la CENI et les services de l'état civil. Donc, je l'ai dit, la mise à jour du fichier électoral ne doit pas donner lieu à un nouvel enregistrement encore. Le logiciel va être revu à ce niveau. Nous avons estimé que la CENI doit s'approprier la technologie de gestion du fichier biométrique. Encore une fois, nous avons constaté que toute la gestion, toute la technologie, la gestion de la technologie est assurée par l'opérateur technique. Normalement, il devrait être prévu certainement dans nos contrats les modalités de transfert de la technologie. À partir d'un certain niveau,
il faut que les nationaux s'approprient la technologie. Chez nous, aujourd'hui, c'est le cas. Et ça, c'est très important. Et si la CENI n'a pas les ressources humaines, la CENI doit pouvoir sous-traiter avec une entreprise nationale. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais quand nous avons fait la réflexion sur l'introduction de la biométrie dans les processus électoraux, et l'une des recommandations fondamentales, c'est le transfert de la technologie et l'opérateur, qui est généralement un étranger. J'ai dit hier, et je le répète, je ne veux pas jeter de la pierre dans le jardin de GTS. Non. Mais honnêtement, nous disons ce que nous pensons. Et ce qui est bien aussi pour le bon fonctionnement de nos services. Et ensuite, il faut créer les conditions légales permettant à la CENI de se professionnaliser dans la gestion électorale. En 2014, il y a eu un séminaire important à Bamako sur la professionnalisation des structures électorales. Et la recommandation était de faire en sorte que cette professionnalisation soit une réalité dans l'espace francophone, parce que c'était le réseau des compétences électorales qui a organisé le séminaire. Nous disons que les élections sont suffisamment sérieuses pour être confiées à des amateurs. Mais nous utilisons aujourd'hui une technologie très poussée. Donc, il faut avoir des gens qui maîtrisent cette technologie au sein de la structure. Et là, il faut des professionnels. Il faut que la carrière de ceux-là qui assument cette lourde responsabilité soit liée aux résultats, soit liée au rendement. Mais si c'est pour venir pour un scrutin ou répartir, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, il n'y a pas de sanctions le plus souvent. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Nous avons dit qu'il faut aller vers la professionnalisation. Et nous avons recommandé aussi qu'on puisse modifier le code électoral pour tenir compte, en fait, des exigences de la biométrie. Il y a certains paramètres. Nous, par exemple, au Mali, nous avons dit un électeur, le citoyen âgé de 18 ans révolu, dont les données d'état civil et biométriques sont disponibles dans l'ORAVEC. L'ORAVEC, ça c'est dans la base du RAVEC. L'ORAVEC, ça c'est un recensement en vocation d'état civil que nous avons organisé. Donc si vous n'êtes pas dans l'ORAVEC, vos données biométriques ne sont pas dans l'ORAVEC, vous ne pouvez pas être électeur. C'est vrai que ça a pénalisé forcément certains, mais c'était pour crédibiliser le processus. Ensuite, nous avons recommandé qu'il est important de légiférer sur la protection des données personnelles. Les empreintes digitales, la photographie faciale constituent une partie des personnes. Quand je donne mes empreintes c'est une partie de moi-même. Donc il faut assurer sa protection. Sinon, si elle devrait se retrouver entre les mains peut-être des gens peu fiables, ça peut peut-être me créer des préjudices à l'avenir. Quand nous avons été faire l'audit du Bénin, nous avons écrit pour qu'on nous donne une copie du fichier. C'était à la commission informatique et d'éthique, en tout cas une commission qui est chargée de veiller à l'application des dispositions relatives à la protection. La commission a dit non, mais a demandé que des conditions soient créées nous permettant de faire le travail sur place. Mais on ne peut pas nous remettre une copie. J'étais tout à fait d'accord avec eux. Donc il faut
qu'il y ait une législation, un droit et une loi dans le sens de la protection des données personnelles. Il est impératif, et là on a dit, c'est peut-être à long terme, de moderniser, de consolider l'état civil. Comme je l'ai dit, aujourd'hui il en sera question à l'Assemblée nationale française. Et la question est tellement importante qu'en 2013, nous avons conjugué des efforts, mutualiser nos énergies, nos intelligences pour sortir un guide. Il y a le réseau, l'association des notaires francophones, l'association des autorités en charge de la protection des données personnelles et notre réseau, le réseau des compétences électorales francophones. Nous avons fait une réflexion très profonde, très poussée sur la question et nous avons sorti un guide et intitulé pour la consolidation de l'état civil, des listes électorales et la protection des données personnelles. C'est un outil très précieux qui donne toutes sortes de conseils, non seulement pour la modernisation de l'état civil, pour l'établissement des listes électorales à partir des données d'état civil et également pour la protection. C'est une boîte à outils. Et là, nous en faisons la promotion. Ici, je crois que je vous en ai donné le président. Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de copies, sinon j'allais donner à la classe politique aussi. Et c'est très important. Voilà la dernière observation, recommandation que nous avons faite. Il y a un point sur lequel je voudrais insister. Nous avons mené la réflexion sur la problématique des listes électorales en Afrique. J'en ai suffisamment parlé des relations entre l'état civil et listes électorales. La conclusion est que la qualité des listes électorales est tributaire des performances de l'état civil, de la capacité de l'état civil à enregistrer les faits d'état civil à temps. Mais nous avons dit en attendant, un fichier électoral est fiable quand il est consensuel. Voilà tout le sens de l'inclusivité que nous avons demandé, exigé en réalité au départ. J'ai dit, je remercie, je félicite la classe politique, les représentants des 5 candidats qui ont compris qu'il était important de participer à ça. Quand nous avons fini ce rapport, ce n'est pas pour rien que nous sommes restés jusqu'à 6 h du matin hier. On a échangé, je ne dis pas discuter, on a échangé intelligemment et jusqu'à ce que chacun y trouve son compte, jusqu'à ce qu'on estime que le fichier aujourd'hui que nous avons n'est pas parfait, il est perfectible. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y aura toujours, vous prenez aujourd'hui, vous trouverez quelques anomalies, mais que l'état actuel permet, son état actuel permet de tenir le scrutin de 2015. Et chacun des membres ayant participé aux travaux a apposé sa signature. Ont participé, validé et signé. Donc le fichier aujourd'hui que nous laissons ici, que ce comité de consultation et de vérification laisse, est un fichier consensuel. Ce n'est pas un fichier parfait. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la CENI, chers, j'allais dire, compagnons d'armes de la CENI, parce qu'on est tous, on a tous le même statut.
mais surtout mes chers amis de la presse. Voilà les petits commentaires que je voulais faire et je me tiens à votre disposition pour la question. Et je voudrais être satisfait que le fait d'annuler ma participation au colloque international de Paris n'a pas été inutile. Je vous remercie.